Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un métal. Alors ça va pas être l'or parce que l'or, on l'a vu hein, depuis ces dernières années, il a énormément progressé déjà. Ça reste une valeur refuge, ça reste une valeur intéressante, mais il y a certainement des métaux qui sont au moins aussi intéressants, voire peut-être plus hein, avec les années à venir et on va voir lesquels et peut-être les points d'entrée intéressants. Alors ici on a un graphique sur l'or hein, depuis 1975 avec, on le voit, un prix d'environ une centaine de dollars. Et on est monté à plus de 2400 en 2024. Donc ça, c'est le graphe de l'or. On est toujours haussier sur l'or, hein, toujours plutôt positif. Mais on va voir qu'il y a aussi des métaux qui peuvent être aussi intéressants, voire plus. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, ce métal, vous l'avez peut-être deviné, hein, c'est le cuivre. On en parle depuis un moment. Il y a beaucoup de choses à dire sur le cuivre, au niveau de la production, au niveau des réserves, au niveau de son utilisation, au niveau de la pression aussi qu'il peut y avoir sur les prix, parce qu'on va voir qu'il y a un certain différentiel hein, sur l'offre et la demande qui risque de faire un peu exploser le prix à la hausse. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser au cuivre. Alors déjà le cuivre. Dans quoi ça sert, à quoi on va l'utiliser. Donc là, on a un petit tableau hein, avec son utilisation. On le voit qu'il y en a pour plus de 40% dans la génération et transmission et distribution d'électricité. Donc c'est un gros pan hein, de l'utilisation du cuivre. C'est l'électricité, l'électrification, et c'est déjà un secteur qu'on surveille en bourse, hein, notamment avec tout ce qui est un peu transition écologique aussi. On a besoin de cuivre, on a besoin de métaux pour ces constructions-là et pour l'électricité. On a également besoin, on le voit ici, pour 20% dans la construction, avec une population mondiale qui est toujours en train de se développer et des constructions qui sont toujours en demande, hein, que ce soit dans les pays en voie de développement ou même dans les pays développés où on a une population qui continue d'augmenter et de vieillir. Donc la construction va aussi avoir besoin d'une grosse demande de cuivre déjà pendant ces années, mais pour les années à venir encore plus. Et puis on a un petit peu dans les transports. Alors là, on va voir que ça peut être peut-être pas le poste le plus important, parce qu'il peut être un peu minoré, mais c'est quand même intéressant, équipement électrique et autres notamment. On a un autre petit tableau ici où on voit la quantité de métaux utilisés par différents modes de production électrique. Donc on voit que l'éolien notamment, hein, éolien offshore, terrestre, le solaire photovoltaïque, le nucléaire, le charbon, le gaz, bah à chaque fois vous avez cette petite partie cuivrée, hein, orange, qui représente le total hein, en kilos. On l'a ici sur l'échelle de cuivre, qui représente un pourcentage même aussi important. Et pour la plupart, à part l'éolien terrestre, on le voit, c'est un des éléments le plus important, sauf le nucléaire aussi évidemment. Mais sinon, et toute cette dynamique-là hein, qu'on a sur l'objectif un peu écologique, avec les baisses d'émissions carbone et la transition vers des énergies non fossiles, à savoir l'éolien, le solaire, etc. Bah, on a besoin aussi de cuivre. Donc là aussi, la pression sur le métal va s'accentuer au fil des années, parce qu'on va devoir en produire et en consommer toujours une partie importante. Là, je vous ai mis un petit texte hein, selon l'AIE. À l'horizon 2040, la demande mondiale de minéraux pourrait être multipliée par 4 pour le cuivre. On a 20 pour le cobalt et 40 pour le lithium. Donc là aussi, on voit que c'est des métaux qui peuvent être intéressants, mais on va se focaliser sur le cuivre. Hein. Multiplié par 4, c'est assez énorme. Surtout qu'on a déjà des quantités relativement importantes et une production qui, par rapport à la demande, est déjà limite. Donc, multiplié par 4 quelque chose dont on arrive à peine à sortir de terre actuellement, pour le futur, ça va être compliqué. On pense évidemment à une petite pénurie éventuellement, et donc à une flambée des prix pour évidemment les besoins de transition énergétique hein, notamment. Et les voitures électriques aussi, on va le voir après, mais il y a beaucoup de secteurs qui vont demander du cuivre.
On l'a vu avec la construction, on l'a vu avec l'électrification, hein, et les services, services aux personnes avec les voitures électriques notamment qui sont énormément énergivores en cuivre. Après, il y a un deuxième petit texte. Un nouveau rapport du Forum international de l'énergie met en garde contre la possibilité de production mondiale du cuivre soit bientôt dépassée par une demande mondiale croissante. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une demande, et c'est quasiment déjà le cas, qui est plus importante que la production actuelle, hein. Aujourd'hui, on est environ à 22 millions de tonnes métriques de cuivre. C'était en 2023, donc l'année dernière. Ça, c'est pour la production. La demande, elle est à 23,2. Donc on voit qu'on est déjà à 1 million de tonnes métriques au-dessus. On produit pas assez, on a une demande déjà supérieure à l'offre. Pour rester sur une trajectoire zéro net d'ici 2030, il faudrait 12,8 millions de tonnes de cuivre supplémentaires au cours des 5 prochaines années et demie. En comparaison, 27 millions de tonnes de cuivre ont été consommées l'année dernière. Voilà, donc ça nous fait encore un rapport qui nous dit qu'on a une production qui est toujours pas assez suffisante pour le cuivre et qu'on va devoir... alors il y a déjà du recyclage, mais ça suffit pas, hein. Il va falloir augmenter les mines, augmenter la production, augmenter le recyclage, et malgré tout ça, ça met toujours, on est toujours un peu à la traîne en termes de cuivre. On a ici un véhicule électrique nécessite 2,5 fois plus de cuivre qu'un véhicule à moteur. Et quand on sait que les véhicules thermiques seront bientôt n'existeront plus, puisqu'ils vont être interdits, hein, petit à petit, et remplacés par des véhicules électriques ou hybrides, qui sont eux très consommateurs de cuivre. Là aussi, c'est encore un secteur où le cuivre va devoir donner beaucoup de tonnes à ce secteur-là. Donc compliqué pour les prix de rester à un bas niveau. Ici, on a la production minière de cuivre dans le monde de 2006 à 2023, donc on voit la petite augmentation, hein, qui est ici en 2006, on était environ à 15 millions de tonnes, et on est à plus de 22, on l'a dit, hein, autour des 22, 23 en 2023, et on voit ça ne fait que monter, hein, malgré une petite période ici, notamment en 2017, mais la plupart du temps on le voit, on a quand même une croissance relativement importante pour ce secteur-là, et on va le voir que ça c'est sur juste les dernières années depuis 2006, mais c'est quelque chose qui a pris une dimension encore plus importante si on agrandit l'échelle, et on le verra tout à l'heure. Ensuite, on a les principales entreprises productrices de cuivre dans le monde. Là, ça peut être intéressant. Pourquoi? Pour savoir déjà quelles entreprises jouer éventuellement. Pour une entrée directe, hein, sur une minière. On aura, on le verra en fin de vidéo, hein, différentes stratégies. On peut avoir des ETF, on peut jouer directement des minières, on peut jouer le cuivre avec des produits dérivés ou des futurs sur le cuivre. Tout ça, c'est a priori plutôt intéressant. On aura évidemment quelques variations. Donc là, on le voit avec cette entreprise-là, hein, Codelco. On a également Freeport, Glencore, BHP qu'on connaît bien, hein, notamment. Avec les rumeurs d'OPA qu'on a eu récemment, Southern Copper, KGHM, Anglo-American, voilà, hein, avec les deux BHP Anglo-American qui voulaient se rapprocher notamment pour faire le numéro 1 mondial du cuivre, hein. On va voir, on peut suivre aussi toujours, ça n'a pas été conclu, s'il va y avoir une OPA sur le secteur, mais c'est probablement un secteur aussi qui risque de consolider. C'est-à-dire quand on dit qu'un secteur consolide, c'est les gros vont essayer d'acheter les petits ou les moyens, hein, pour déjà pour avoir moins de concurrence, pour faire des économies d'échelle, pour avoir une croissance externe. Donc c'est quelque chose qui peut se passer aussi sur le secteur du cuivre, parce qu'on sait qu'il va y avoir une demande importante des prix. Donc le fait d'avoir moins d'acteurs, ça va certainement leur permettre déjà peut-être de survivre, hein, parce que ça va être la guerre, mais voilà. Et ensuite, on a quelques autres minières, hein, ça date de 2024, donc c'est relativement récent. On a ici, alors ça c'est pour tout à l'heure, hein, je parlerai d'un ETF. On a la composition de l'ETF, donc on y reviendra peut-être après. On a ici les réserves
les réserves de cuivre dans le monde et la production. Alors on le voit, hein, généralement c'est plutôt intéressant en Amérique du Sud et en Amérique, hein, avec un peu en Alaska aux États-Unis. Il y a beaucoup en Chili, hein. Le Chili c'est un des principaux producteurs de cuivre. On a un peu en Afrique aussi, bon, très peu en Europe. La Chine et la Russie également. On a un autre tableau qui est peut-être un peu plus intéressant ici, avec les principales réserves, hein, et les pays producteurs de cuivre. On le voit avec le Chili, une très grosse mine, hein, en Chili. Mine à ciel ouvert, évidemment. C'est ces grandes photos que vous voyez sur des mines avec un peu une descente en escalier comme ça, un peu comme les rizières, où on va chercher du cuivre. Et ça s'étend sur des kilomètres, c'est assez impressionnant, hein, les mines de cuivre. Le Pérou, donc là on a c'est un peu stylisé, hein, la carte, parce que là c'est les États-Unis ici en haut, et puis là l'Amérique du Sud. Donc très grosse partie, hein, en Amérique, forcément. On a également aussi un peu Chine et Russie. Les autres pays, hein, alors forcément là c'est tous les autres pays, donc c'est plutôt important, mais par rapport aux gros producteurs c'est un peu moindre. Et puis l'Australie un peu, hein, l'Australie c'est toujours une terre importante, que ce soit en or ou dans divers métaux précieux. Il y a beaucoup encore de terres et beaucoup de terres exploitables, hein, en Australie. Parce que à part les grosses villes, hein, il y a énormément de steppes comme ça qui sont un peu abandonnées et qui sont très, très riches et qu'on n'a pas exploité, comme ça a été le cas notamment en Europe et aux États-Unis il y a une centaine d'années. Là, je vous ai mis une petite infographie, hein, pour voir que le cuivre est aussi recyclé. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Mais malgré ce recyclage, hein, 100% du cuivre est recyclable. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut récupérer à chaque fois sur les anciens véhicules, on le voit ici, une voiture, environ 50 kg de cuivre. Les ordinateurs, 1,5 kg. Éoliennes, on le voit, hein, 5000 kg. Hein. 5000 kg de cuivre pour une éolienne, environ 100 kg pour une maison. Donc là aussi, avec la construction qui va devoir se faire, les voitures électriques, les ordinateurs, les biens de consommation, le cuivre toujours va être obligé de fournir des quantités astronomiques. Et alors, on a une partie qui est collectée, qui est récupérée en déchets, qui est retraitée, et qui permet un recyclage intéressant, mais ça reste quand même limité par rapport à la demande qui est assez énorme. Alors ça c'est intéressant aussi, ce tableau. Évolution de la consommation en cuivre dans un scénario 2 degrés, c'est-à-dire qu'à chaque fois on essaye, hein, de minimiser l'augmentation de la température mondiale. C'est parce qu'on a une crise un peu au niveau des températures. Donc pour la baisser, il faut baisser les émissions de CO2 et le cuivre fait partie d'un outil principal de la transition énergétique et écologique. C'est-à-dire pour baisser, hein, les émissions de CO2, on va avoir besoin de cuivre notamment. On le voit ici. Alors c'est intéressant de voir ici sur le graphe. Alors déjà on part ici que de 2005. On va le voir sur le dernier graphe, c'est encore plus impressionnant. Mais on le voit, hein, 2020 et après 2030, 2040, c'est un peu une explosion presque exponentielle, hein, qu'on a sur les quantités de cuivre dont on a besoin. On le voit ici, c'est les réseaux électriques. Les réseaux électriques, alors depuis 2005 à 2020, ça n'a pas énormément bougé, mais on le voit, hein, 2030, 2040, 2050, ça a multiplié par 3 quasiment, alors que depuis 10-15 ans, c'est quasiment la même chose. Donc rien que ce secteur, ça va être important. Les biens de consommation, c'est ce qu'on a dit, c'est les véhicules électriques, les éoliennes, ah non, pas les éoliennes, pardon, les ordinateurs, tout ce qui va être pour les particuliers. Là aussi, en rouge, on a une grosse explosion, hein, c'est assez énorme. En violet, ici, on a le secteur industriel qui est pas forcément beaucoup plus important, qui progresse un petit peu, mais lui aussi, on voit que même les secteurs qui n'explosent pas, ils vont eux aussi demander de plus en plus de cuivre. C'est pareil pour le secteur énergétique, et là c'est peut-être encore plus parlant, parce qu'on le voit même pas, hein. Ici en 2020, le secteur énergétique il est en vert, on le voit pas, et il arrive ici 2050, très important. Transport routier, on le voit tout à l'heure, on a parlé du transport routier qui pouvait être un peu mis en
Entre parenthèses, on l'a dit, parce qu'il y a un gros travail qui est fait pour justement limiter au maximum les routes avec les voitures et l'impact des transports sur l'écologie. Donc c'est pour ça qu'on a éventuellement, hein, ce petit écart-là. Si on pouvait gommer un peu ça nous ferait économiser cette partie de cuivre. Mais malgré ça, on voit que on a quand même une explosion, hein, assez énorme par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc la consommation de cuivre, elle va exploser dans les années à venir et on a une demande qui est difficilement déjà... euh, c'est difficile à la soutenir. Et là, on le voit, c'est encore plus impressionnant. Pourquoi? Parce que la production cumulée des origines à 2018, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, etc. Alors avant, forcément, c'était des niveaux assez négligeables, mais bon, on a 1850 et même avant, hein. Donc de 1850 ici jusqu'à quasiment 2020. Et entre 2020 et 2040 environ, c'est quasiment la même production. C'est-à-dire qu'en 20 ans, 20-25 ans, vous allez avoir, on va avoir besoin de la même quantité de cuivre qu'on a déjà produite depuis toute l'histoire. On a entre toute l'histoire et 2020 la même quantité qu'entre 2020 et 2045. Et ça continue de grimper. Et alors ça continue jusqu'à 2050 avec des niveaux stratosphériques. Donc on le voit ici sur les hypothèses, c'est des projections bien sûr, mais la plupart du temps c'est quand même relativement bien documenté et on le voit une demande, une production qui est toujours énorme et qui va aller croissante. Et on va faire maintenant un petit point sur les graphes. Alors là c'est l'or. Et on va aller sur le cuivre. Alors là, c'est le futur, hein, pas exactement les mêmes chiffres. Hop, on le voit ici. On va se mettre. Voilà. Donc on peut peut-être aller chercher un peu plus loin. Pour voir que le cuivre, alors depuis 78, on le voit ici, hein, c'est pareil, il valait 1,2. Ça n'a pas explosé autant que l'or, hein, le cuivre, on le voit avec des poussées généralement qu'on commençait plus dernièrement, on le voit en 2004, hein, parce que ici on était dans les années 70, autour des 1,2, 1,3, on a une petite poussée sur les deux et finalement ça n'a jamais explosé. Et puis depuis finalement début 2000, et ce besoin croissant, hein, à la fois d'électrification, ça c'est super important, notamment pour la Chine, on va le revoir après, de construction, de changement, de transition énergétique et numérique. On en a énormément besoin dans le numérique. Et là, tous les pays, que ce soit les pays en développement ou en voie ou déjà développés, comme les États-Unis, la France, transition numérique, ça bouffe un maximum de cuivre. Et on le voit là, l'explosion du prix, avec des plus hauts qui sont atteints et qui ont été encore battus il y a quelques semaines notamment. On va se remettre en... Donc là, on voit des plus hauts en 2008, ici en 2011, là 2021, 2022, et puis 2024, on a encore eu un très gros pic. On va se remettre hop, en journalier. Pour voir, hein, c'était plus haut à 5 ici, 5.1, c'est sur les futurs. Et puis surtout ici. On a eu depuis mars 2022 à décembre 2022 une baisse du cuivre. Pourquoi? Parce qu'on avait une demande qui était moins importante, notamment de la part de la Chine. Et c'est là que ça va être important, c'est-à-dire que quand le marché chinois va se réveiller, et c'est intéressant parce que le marché chinois, il est en train de donner des signes plutôt favorables. On attend toujours le véritable redémarrage, mais il a dernièrement baissé les taux directeurs. La Banque centrale de Chine a baissé les taux directeurs. Pourquoi? Pour relancer un peu l'économie qui a du mal à repartir. Donc on va stimuler un peu l'économie avec des prêts qui vont être un peu plus faciles pour les entreprises, relancer un peu tout le secteur et on va avoir certainement une demande qui va prendre le pas. Demande en quoi? En construction, en transition énergétique, en réseau électrique, et le cuivre va certainement être énormément consommé et le prix repartir à la hausse. Ce qu'on peut voir ici, donc à partir de fin 2022, début 2023, fin 2023, début 2024, parce que là on est en décembre 2023, on a fini la baisse, hein.
Donc à partir de quasiment le début de l'année 2024, on a eu cette cassure et puis cette envolée. On voit qu'on part de 3,8 et on arrive sur les 5,19. Hein, c'est le plus haut, quasiment le plus haut historique. On n'avait jamais atteint des prix aussi importants sur le cuivre. Et qu'est-ce qu'on a après? Ici, on est au mois de mai. On a un petit rebond au mois de juillet et on baisse. On a eu une première attaque ici au mois de mars. Hein, mars et mai. Et ça, on peut le revoir où? Sur le marché chinois notamment. Avec ici, par exemple, le tracker CSI 300. C'est la même chose, c'est la Chine. La Chine qui a du mal après le redémarrage post-Covid. Le marché chinois qui baisse. Et puis dernièrement, au mois de l'année, début 2024, le début du rebond. Et puis là, on a un gros rebond au mois de mai. Et le deuxième rebond ici au mois de juillet. Et ça coïncide avec le prix du cuivre, avec les matières premières, avec la demande qui repart un peu. Donc, ce qu'on peut surveiller, c'est le marché chinois qui donnera certainement le top départ sur le cuivre. Là, on a des points d'impact intéressants avec le premier ici à 5,19. On a le deuxième à 4,69. Et c'est cette zone-là, certainement, qu'il faudra aller chercher une troisième fois, qu'on pourrait aller casser. Ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? C'est qu'on revient à la fois proche du support ici à 3,99. Et sur la moyenne à 200, et on le voit, l'explosion ici, et depuis le début de l'année, on a clairement un retournement long terme sur le cuivre. On va dézoomer, on le voit mieux ici, avec les moyennes mobiles qui se retournent. On va chercher des plus hauts, donc on fait un gros breakout, on va chercher la résistance. Ensuite, on fait le pullback, donc on redescend, plus ou moins en zigzag. On note bien les zones à dépasser, notamment les 4,69 une première fois. Et là, on va essayer d'aller chercher le troisième point d'impact sur l'oblique. Alors, est-ce que ça va casser directement, à savoir le premier scénario positif, c'est-à-dire on revient casser l'oblique et finalement on déclenche quelque chose, ou alors on va chercher l'oblique, on a un peu plus de mal et on ira le casser sur la quatrième ou cinquième tentative, mais à mon avis ça va se jouer ici dans l'ellipse, entre les 3,99 et les 4,26. Ici on est sur le HG, full, c'est copper, c'est le futur sur le cuivre. Donc je pense qu'on va avoir certainement, on va rentrer maintenant dans une période où le cuivre va arrêter de baisser. On le voit avec déjà sur les derniers chandeliers, on ne baisse plus trop et ça fait déjà plus d'une semaine qu'on baisse. On est sur la deuxième phase, on a eu la première ici sur les 4,30, on est passé des 5,19 aux 4,30, le petit rebond technique, on fait la deuxième baisse, on va chercher la moyenne, on va peut-être aller en dessous, on va peut-être aller chercher le support ici sur lequel on est parti, mais on va certainement retravailler ici, casser vers le haut. Et on aura le signal ici si on casse l'oblique RSI. Ce qu'on peut surveiller, c'est quoi? C'est qu'on est aussi proche du RSI, des 30, voire des moins de 30 sur le RSI. C'est une période où on évite d'investir. Mais si on passe sous les 30, 27, 25, je sais pas, et qu'on repasse au-dessus après à 30, 32, on aura certainement un signal d'achat intéressant. Donc c'est plutôt à surveiller maintenant et puis à faire un peu des liquidités, je pense. Parce qu'on peut jouer sur le moyen long terme et un prix qui sera probablement très intéressant maintenant parce qu'on a perdu quand même assez rapidement 20% sur le cuivre. C'est une décote intéressante et ça donne un point d'entrée super intéressant pour un matériau qui va être très recherché dans le futur. Donc, ce qu'on peut attendre ici, c'est un rebond sur la ligne des 30 ou alors aller sur les 30 et repartir au-dessus. On aura certainement une première phase, une première porte d'entrée. On aura également la confirmation sur l'inversion de tendance niveau MACD, même si c'est un peu neutre, mais on est déjà dans le négatif, donc c'est bien. On a une certaine marge pour aller chercher plus haut. Et puis le dernier signal, ce sera quoi? Ce sera la cassure de l'oblique RSI qui nous signalera qu'effectivement, il va se passer quelque chose sur le cuivre et qu'on est rentré dans une phase haussière. Pour l'instant, on le voit, l'oblique RSI, elle est autour des 50, là, même un peu plus. Là, on est sur les 30, donc il y a encore quelques jours, a priori. Mais si on va faire le rebond, on sera pas loin d'un prix assez bas. Et puis, évidemment, la cassure de cet oblique-là, c'est l'oblique sur les plus bas à court terme, qui signalera, je pense, si on arrive à venir la casser, avec le support intermédiaire à 4,26, c'est celui-là. Si on arrive à casser ça, le troisième point d'impact, on sera véritablement dans une construction haussière long terme sur le cuivre. Donc voilà, tout ça me fait dire que la production qui est sous pression
qui a du mal à exploser, la demande qui, elle, est de plus en plus importante, la Chine, qui est un gros demandeur et un gros consommateur de cuivre, le jour où son marché va se réveiller, le cuivre va exploser, c'est une certitude. Donc, c'est tous ces petits signaux qu'on peut surveiller. On peut probablement rentrer dès maintenant ou dans quelques jours, hein, si on voit un début de réaction, parce que là, on est encore depuis quelques jours en baisse tous les jours, donc attendre un début de réaction, mais on voit qu'on arrive ici sur la moyenne à 200, c'est plutôt intéressant. Si ces prochains jours, on commence à avoir un chandelier vert, une réaction, on peut initier déjà une première taille de position, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer sur le cuivre? Le cuivre physique ou les futurs sur le cuivre, pourquoi pas, hein, les futurs comme ceux-là avec des produits dérivés, ça peut être intéressant. On peut également jouer des minières cuivre, on l'a vu avec Anglo-American, BHP, il y en a beaucoup, hein, j'en ai parlé ici avant dans les... hop, c'était celle-là, hein, on les voit ici, Codelco, Freeport McMoran, Glencore. Donc vérifier peut-être les fondamentaux, à savoir les chiffres d'affaires, surtout les résultats nets, hein, les marges qu'elles arrivent à dégager, mais avec des prix qui vont s'envoler. Les marges de chaque entreprise va aussi s'envoler. Et puis l'endettement et la capacité à générer de la trésorerie. C'est toujours des facteurs qui sont super importants, notamment chez toutes les entreprises. Et enfin, je voulais voir quoi? L'ETF, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc on va voir le graphe de l'ETF juste après. Là, c'est les positions les plus importantes au sein de l'ETF. Donc quand vous achetez un ETF, vous achetez en gros un panier avec différentes actions dedans. Et dans ce panier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a First Quantum Mineral à 5%. Alors là, c'est en mai 2024. Hein, ça bouge évidemment. Les ETF, ils sont toujours renouvelés à peu près pour avoir des performances intéressantes. Ce sera pas exactement le même si vous le prenez aujourd'hui, mais ce sera plus ou moins la même chose, hein, à quelques pourcentages près. KGHM, donc on l'a vu, hein, c'est une grosse partie. Lundin Mining, Tech Resources, Ivanhoe, Freeport McMoran, on l'a vu aussi, hein, dans les gros producteurs de cuivre. Et on le voit, c'est relativement équilibré, hein, 5%, 5%, 4,8, 4,8, 4,7, Glencore, Antofagsta, Southern Copper. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, Southern Copper, BHP Group évidemment, hein. Et puis on a les différents pays avec le Canada énormément pondéré sur cet ETF, mais on a également l'Australie, les États-Unis, la Chine et puis autres 37% avec probablement beaucoup de minières en Amérique du Sud. Donc ça c'est pour l'ETF Global X Copper Miner. On va voir maintenant. Il est ici, Global X. Alors ça dépend où on le prend. Là, on l'a à New York. Des fois, il n'est pas toujours accessible. Donc là, c'est peut-être le plus intéressant. Mais on a éventuellement le taux de change qui peut nous impacter positivement ou négativement. Sinon, on a à peu près la même chose. Ici, c'est le même. Mais il est en Allemagne. Donc c'est pareil, hein, les variations vont être quasiment identiques, mais on va le prendre en euros par rapport à le prendre en dollars. Donc ça peut être peut-être plus intéressant. Parce que vous n'auriez pas le taux de change qui peut des fois être négatif et puis qui induit quand même forcément des frais de change à chaque fois. Donc là on voit qu'on est en consolidation, comme sur le prix des futurs sur le cuivre, c'est normal, mais on arrive, hein, c'est ça qu'on attend, on arrive proche des supports. Alors sur les ETF, c'est pas forcément là où on va faire l'analyse technique, on va plutôt le faire à la fois sur le cuivre, mais sur toutes les valeurs. Mais on l'a vu, l'ETF, il y a plusieurs sociétés différentes, donc c'est ça qu'il faut pondérer à chaque fois. On a quand même des niveaux support-résistance qui sont bien marqués, hein. Les 28,11 ici sur l'ETF, donc Global X en Allemagne. Donc 28. Et on est très proche, donc ça revient aussi un peu à ce qu'on avait vu sur le cuivre avec la moyenne à 200 et puis les supports, hein, qu'on avait vu qui étaient très proches, prêts à repartir. Là aussi, hein, on le voit, on est proche des 30 niveaux RSI. Donc ce qu'on peut espérer, c'est la fin de consolidation, hein, sur un peu tout le secteur cuivre et le redémarrage assez proche maintenant. Si on a la Chine et même si les minières, hein, les minières commencent à
à avoir du mal parce que forcément une production moindre va influer sur le prix. Et puis on voit au niveau des volumes, ça intéresse beaucoup de monde, hein. Dernièrement, le cuivre, c'est un peu le métal à la mode. Donc voilà, j'ai fait assez long. J'espère que je vous ai donné quand même pas mal de pistes intéressantes pour investir peut-être prochainement ou dès maintenant sur le cuivre. C'est une vision plutôt moyen-long terme, on l'a vu. Mais là, on est peut-être dans une porte d'entrée court terme qui peut être intéressante. Donc à horizon, évidemment, 2025, pas avant. Si on le prend maintenant, ce sera certainement haussier. Et après, alors, prendre des minières, prendre un ETF, prendre des produits dérivés, éventuellement du levier. Alors sur le levier, faites attention quand même, parce que si on continue d'avoir une baisse, si vous avez un levier 10 et que vous avez 10% de baisse, bah 10 x 10 ça fait 100, vous perdez tout. C'est-à-dire que si, hop, si on est à peu près là, voilà, si on va chercher le deuxième support ici sur les 26, si on fait moins 10%, votre ligne elle est rincée. Donc peut-être ajuster, hein, l'effet de levier si vous voulez en prendre pour moins risquer la position. Mais c'est certainement une position qui sera gagnante, hein, dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà, mettez-moi en commentaire, hein, si ça vous a intéressé, si vous allez prendre du cuivre, des ETF cuivre, des minières cuivre, et puis on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!